10 ans après, à Sarreguemines, le bâtiment Stiltec va-t-il revivre? La Casques vient de signer une convention avec l'EPF Grand Est. L'intercommunalité souhaite acquérir ce bâtiment de 20 000 m² situé dans la zone industrielle pour créer une nouvelle activité économique. 30 ans, ça se fête. L'école maternelle franco-allemande de Liederschiet organisait une grande fête pour célébrer son 30e anniversaire. Des personnes venues de part et d'autre de la frontière étaient présentes. Parmi elles, un invité de prestige, le ministre-président du Land de Rhénanie-Palatinat. Participer à un vide-grenier sans se déplacer. Les habitants de Meisenthal étaient invités à vendre les objets dont ils ne se servent plus aux visiteurs de passage. Une brocante sans que les vendeurs n'aient besoin de se déplacer, ils avaient juste à présenter leurs objets devant chez eux. L'imagination est leur seule limite. Près de 30 artisans étaient présents ce week-end à Philipsbourg. Ils ont montré au public leurs créations originales et réalisé des démonstrations pour présenter leur savoir-faire. Le SFC n'est pas encore certain de se maintenir. Les footballeurs sarregueminois affrontaient ce week-end à l'extérieur la réserve du Racing Club de Strasbourg et les faïenciers se sont inclinés 5-2. Pour être certains de se maintenir en National 3 l'année prochaine, ils devront obtenir un résultat ce samedi à domicile contre Colmar. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On vous a concocté une émission riche et variée. Comme vous allez sans doute l'entendre, ma voix est assez particulière aujourd'hui et je m'en excuse. J'espère qu'elle me permettra de vous présenter le 30 minutes jusqu'au bout. Fort heureusement, je ne serai pas seul sur le plateau. Tristan et notre invité du jour seront présents en plateau pour m'accompagner. Ils nous parleront de sorties à faire dans notre région. Jean-Marie Bourg notamment nous parlera d'orchidées sauvages et d'un territoire méconnu qu'il veut mettre à l'honneur, le Steinhardt. Sans transition, évoquons la situation des gens du voyage et plus précisément du camp qui s'était installé illégalement dans l'avenue marchande de Grossbiederstroff. Depuis hier, il n'y est plus, mais les quelques 70 caravanes n'ont pas pour autant quitté notre secteur. Elles sont désormais installées, illégalement toujours, à Bliesbruck, sur un terrain appartenant au conseil départemental de la Moselle, situé juste à côté du parc archéologique européen. Développement économique à présent, quel avenir pour la friche industrielle de Stiltec? Depuis la fermeture de l'entreprise en 2014, le bâtiment de 20 400 m² est laissé à l'abandon. La Casques souhaite aujourd'hui l'acquérir avec l'appui de l'établissement public foncier du Grand Est. Une convention vient d'être signée entre les deux partenaires. Selon Roland Roth, président de la Casques, l'objectif à terme est de redonner de l'attractivité à cette zone où se trouve également l'ancien Conforama et Cor. Ici, c'est une zone d'activité future que nous souhaitons aménager le plus rapidement possible. Stiltec fait effectivement partie de cet espace global. C'est un bâtiment relativement important qui se dégrade au fil du temps, mais la collectivité aujourd'hui ne peut pas intervenir puisque ces locaux ne lui appartiennent pas. Donc le but, c'est d'en faire l'acquisition et nous allons nous appuyer sur un partenaire, l'établissement foncier public pour le Grand Est. C'est avant tout un appui en ingénierie, assurer la maîtrise foncière du site qui est entre les mains actuellement d'un liquidateur, poser les bases d'une connaissance approfondie de l'état du site sur le niveau de pollution potentielle du site. Le deuxième élément d'étude, ça va être de comprendre finalement quel est l'état structurel des bâtiments, la présence ou non d'amiante sur le site. Troisième type d'étude lié à la connaissance du site sur l'enjeu de la biodiversité. Le PFGE s'est également engagé à sécuriser les lieux dès l'acquisition du terrain. Ce n'est que la première étape d'un projet d'extension et de requalification de la ZAC Ellison. Le projet englobe également l'acquisition de l'ancien Conforama. Un site unique vient de fêter son 30e anniversaire. Il s'agit de l'école maternelle franco-allemande de Liederschiet. Une grande manifestation rassemblant des personnes venues des deux côtés de la frontière a été organisée vendredi. Un événement qui fête la coopération, le partage et l'amitié entre les deux pays. Thibaut Desmerlet était sur place.
l'hymne européen, revisité par les élèves de l'école primaire de Haspelstedt. Ce chant a marqué l'ouverture officielle de la célébration des 30 ans de l'école maternelle franco-allemande de Liederschied. Les enfants des communes françaises de Liederschied, Haspelstedt et Roppwiller, ainsi que des communes allemandes de Schweigh et Ilst, y suivent une éducation binationale. C'est le syndicat international à vocation unique qui gère les 5 villages. Nous voulons aussi honorer 3 décennies de coopération, d'engagement et d'ouverture culturelle pour cette école franco-allemande. Bien sûr que c'est une fierté puisqu'on a une école qui est unique en France et unique en Allemagne. Les enfants sont baignés depuis tout petit dans les 2 cultures. Ils suivent des activités ludiques avec du personnel pédagogique allemand et français. C'est l'aboutissement d'un long travail, d'un très long investissement au quotidien, énormément de travail, je me répète, mais c'est vraiment ça, et d'un partenariat avec nos amis allemands et avec le kindergarten. La grande manifestation fête cette éducation transfrontalière, mais aussi 3 décennies de coopération et d'amitié franco-allemande. Parce que les enfants d'un côté et de l'autre de la frontière apprennent à se connaître, à être amis comme si de rien n'était, quel que soit le passeport de leurs parents. Ils apprennent la langue commune, ici dans notre région. C'est ce que crée l'Europe comme émotion. C'est la chose la plus importante que nous voulons réaliser aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très très heureux que nous soutenions cette école maternelle en tant que Land de Rhénanie-Palatinat. Et nous voulons continuer à le faire. La capacité de passer d'une langue à l'autre, de comprendre et de s'exprimer dans la langue du voisin, sans s'en rendre compte, qu'ils vivent la biculturalité au quotidien et finalement, grâce à ces apprentissages, ils deviennent de futurs citoyens européens aguerris. Plusieurs activités ont été proposées sur place, des visites de l'école ont été organisées. Les élèves ont aussi présenté un spectacle devant les invités et le public. L'attente fut longue, mais elle en valait la peine. Après 8 ans de recherche et de travaux, le nouvel entrepôt des Restos du Cœur a ouvert ses portes à Marly. Il permet de livrer des denrées à 22 centres de distribution de l'ouest de la Moselle, auxquels s'ajouteront ceux de l'Est d'ici le mois prochain pour arriver à 33 centres de distribution livrés, de quoi améliorer le stockage et couvrir tout le territoire. Visite guidée avec Vladim Miliex. 40 bénévoles dans 1550 mètres carrés, les Restos du Cœur ont troqué leurs vieux entrepôts jugés insalubres pour un nouveau tout neuf. On est dans le plus grand centre, le plus grand entrepôt de toute la Moselle. En gros, 930 palettes peuvent être palettisées à l'intérieur de ce bâtiment. C'est un investissement d'1 million d'euros qu'on a partagé à part égale entre la métropole et nous. On va être de l'ordre de 17 000 à 18 000 personnes qui sont touchées sur l'ensemble de la Moselle. Ouvert depuis 10 jours d'attente, l'entrepôt approvisionne déjà 22 centres de distribution, mais il ne compte pas s'arrêter là. Et à partir du mois de juin, on servira tous les centres distributeurs de la Moselle, puisqu'elle a été coupée en 2. On va passer à 33 centres à approvisionner. On centralise tout, on travaille dans de meilleures conditions et on stocke nos produits dans de bonnes conditions. Un plus grand espace qui amène sécurité, hygiène, confort, mais aussi une meilleure efficacité pour servir le plus grand monde. On se marche moins sur les pieds que là-bas où la surface était assez réduite. Et pour entreposer par exemple les livraisons qui étaient déjà faites, c'est vrai que ça prenait de la place et ça nous empêchait de continuer à faire d'autres préparations. Mais ici, oui, on évite de se marcher sur les pieds, on a chacun son chez soi, donc c'est plus fonctionnel. Tout équipé, le site dispose de 3 chambres froides, d'un espace pour la préparation des palettes alimentaires et d'hygiène, d'une zone dédiée à la petite enfance et une autre pour les vêtements, ainsi que d'une cuisine qui permet de préparer les repas distribués par le bus itinérant des Restos du Cœur. Prenons à présent un bon bol d'air avec la chronique de Tristan. Alors Tristan, tu es venu nous présenter une idée de sortie, à savoir le Festival du patrimoine naturel qui revient pour une 3e édition du 19 au 25 mai dans toute l'agglomération de Sarreguemines. Alors cette semaine de balade et d'animation gratuite, elle est faite pour mieux comprendre les paysages qui nous entourent. C'est organisé par l'Office de tourisme en partenariat avec la Casque. Alors Tristan, tu t'es penché sur le programme pour nous. À quoi faut-il s'attendre cette année ? Il y en aura un pour tous les goûts. En tout, 11 sorties seront proposées tout au long de la semaine. On pourra se balader le long de la Sarre, découvrir un
étang, explorer une forêt ou encore suivre une lecture de paysage. Le but, c'est de découvrir les trésors naturels qui nous entourent, des étangs comme vous le voyez, des forêts aussi, des rivières, mais aussi des milieux qu'on connaît moins comme les pelouses calcaires ou les mardelles. Ce festival, c'est un vrai plaidoyer pour la nature. On ne se contente pas d'observer, on apprend aussi comment ces paysages se sont formés et comment les préserver. Écoutez. Notre territoire est très riche en milieux naturels. Rien que sur le territoire de la communauté d'agglomération, la moitié en superficie est constituée de prairies et de forêts. On sait que ce patrimoine existe, mais on ne connaît pas forcément le fonctionnement de ces milieux naturels. Et à une époque où la biodiversité est gravement érodée et où des menaces pèsent sur l'environnement, il est important que le public connaisse ce patrimoine parce que le respect commence d'abord par la connaissance. Tristan, quelles sont les nouveautés cette année ? L'une des principales nouveautés, c'est la présence d'un ingénieur agro-environnemental. Il va expliquer comment nos paysages se sont formés, comment l'activité humaine les a modelés. Et autre nouveauté pour les amateurs d'oiseaux, une sortie pour apprendre à reconnaître les rapaces. Elle sera animée par une ornithologue de l'association Archaeopteryx, très active dans le secteur de Wieswiller et Wölflin. Alors après, pour vous donner un petit aperçu du reste du programme, il y aura aussi des balades comptées dans la forêt de Zétain, une visite guidée des vergers de Welferdin ou encore une balade nature au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim pour découvrir la biodiversité à l'époque gallo-romaine. Voilà donc la programmation complète et les horaires, c'est à retrouver sur le site internet de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Et ces animations, est-ce qu'elles sont accessibles à tous ? Oui, tout le monde peut y participer. Certaines sont même accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il suffit simplement de s'inscrire à l'Office du tourisme de Sarreguemines. L'an dernier, environ 200 personnes avaient pris part à cet événement. Et cette année, les organisateurs et les associations qui animent les différents rendez-vous espèrent faire encore mieux. Merci beaucoup Tristan, et on le rappelle, c'est du 19 au 25 mai et c'est gratuit. Participer à un vide-grenier sans devoir transporter ses objets, c'est l'initiative originale qui était proposée par la municipalité de Meisenthal aux habitants de la commune, devant leur porte de garage ou dans leur jardin. Ils invitaient les passants à s'arrêter pour découvrir leurs objets et peut-être repartir avec. Cette guitare va-t-elle changer de main ? Elle suscite en tout cas l'intérêt de ce mélomane qui voudrait en faire l'acquisition. Il n'a plus qu'à se mettre d'accord sur son prix avec la vendeuse, qui n'est autre que la personne à l'origine de cette manifestation. Il s'agit de Cathy Furman, conseillère municipale de Meisenthal. En proposant ce vide-grenier, elle avait une idée précise en tête. Vider un petit peu nos greniers, nos caves et d'essayer de donner une seconde vie à tous ces objets. Il s'agit de la première manifestation de ce type à Meisenthal et cette initiative a attiré du monde. Pour une première, ça a très bien fonctionné. Il y a un peu plus d'une vingtaine de participants répartis sur l'ensemble du village. Au gré de leur déplacement dans la commune, les visiteurs rencontraient des gens et découvraient des objets. J'ai toujours aimé ce qui était vide-grenier, donc faire un tour, voir un petit peu les gens du village, c'est toujours sympa, on peut discuter un petit peu, quoi. Compte tenu du succès rencontré par cette manifestation, elle devrait être reconduite tous les 8 mai. Place à l'artisanat, ce week-end à Philippsbourg, des artisans venus du Beecherland, d'Alsace et d'ailleurs ont profité du temps ensoleillé pour exposer leurs plus belles créations, l'occasion de mettre en avant leur travail auprès des visiteurs. Par exemple, Aline, qui vient de lancer son activité, Camille Henriot l'a rencontrée. En fait, je récupère tous les objets en verre que les gens normalement jettent. Et je les recycle en faisant des lanternes. Cet événement est une grande première pour Aline. Depuis 6 mois, cette habitante de Philippsbourg confectionne des lanternes à partir de bocaux recyclés. En fait, à l'intérieur, je colle des ombres et à l'extérieur, je les habille soit avec des serviettes en papier que je recouvre de colle, soit avec du sable que je repeins. Et voilà. Et en été, c'est solaire et en automne, c'est plus à pile. Et au départ, je le faisais pour moi, pour décorer mon jardin. Et grâce, on va dire, à Joël de Lumière Naturelle, qui m'a poussé un petit peu à montrer ce que je faisais aux autres. De nombreux artisans de Beecherland, mais aussi de l'Alsace voisine, étaient présents à cette ronde des artisans. Par exemple, ce forgeron qui fait une démonstration de son travail. Ici, il crée de toutes pièces une feuille d'arbre. La démonstration que vous avez suivie, c'était réalisation d'une feuille. Donc on étire, on fait la pointe, on le met au feu, on gère la chauffe. En sachant qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir du soleil, ce qui est pour moi un élément très contraignant parce que je fonctionne avec les couleurs. Les couleurs sont altérées, c'est hyper compliqué. Ça va faire 19 ans que je suis forgeron sur une reconversion professionnelle. Après, j'ai fait ferronnerie d'art
en spécialisation. Et malheureusement, comme il faudrait un travail alimentaire, je suis aussi soudeur. Cette année, ils étaient une trentaine à participer à cette ronde des artisans organisée par l'association Philisport Patrimoine et Paysages. Ouvrons à présent une page sport avec ce nouvel exploit d'un coureur que l'on connaît bien. Premier meeting international de l'année pour Michel Munch et nouveau record de France. L'athlète handisport licencié à l'ASSA a franchi la ligne du 5000 m sur piste en 16 minutes et 35 secondes, soit 5 secondes de moins que son ancien record. C'était ce week-end à Maison-Alfort avec son guide Clément Bruchon. Le prochain meeting international pour Michel Munch, ce sera en Suisse du 23 au 25 mai avec comme guide Romain Discher. Il courra ensuite au meeting international de Florange le 31 mai avec Clément Bruchon, avec toujours en ligne de mire cette année les championnats du monde en Inde du 29 septembre au 7 octobre. Mais pour se qualifier, Michel Munch doit encore abaisser son record de 35 secondes pour passer sous la barre fatidique des 16 minutes. On croise les doigts pour lui. Côté foot, le Sarreguemines Football Club aurait pu assurer son maintien en National 3 ce week-end lors de l'avant-dernier match du championnat, mais la contre-performance de l'équipe en Alsace face au Racing Club de Strasbourg a douché tous les espoirs. Les Sarregueminois se sont inclinés 5-2. Voici les réactions et images des buts filmés par la Ligue du Grand Est de football. Non, c'est vrai, on venait à Strasbourg avec une bonne équipe. Voilà, nous étions à la recherche du maintien. Sans gagner aujourd'hui, on était maintenus. Il ne faut pas trop parler de l'adversaire, même si l'adversaire a fait un très bon match. Nous, surtout, je pense qu'on ne peut pas jouer une seule mi-temps dans un match 90 minutes. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas montré le visage d'une équipe qui veut se maintenir. C'est sûr, on avait à cœur de faire une bonne performance et de ramener la victoire, faire les 3 points. C'est chose faite, voilà, on est très contents. Non, je pense que l'état d'esprit il y est parce que voilà, à la mi-saison on était dans les derniers, on était même dernier à un moment donné. On a réussi à faire une série. Donc voilà, je pense que si on se remobilise bien et que tout le monde se remet au travail, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il reste un match et on va tout donner. Pour l'instant, on est encore devant. Et donc maintenant, il faut gagner le dernier match pour être sûr. À l'issue de cette avant-dernière journée de championnat, Sarreguemines est 9e de sa poule avec 31 points. 4 descentes sont prévues à la fin de la saison. Si le sort est déjà scellé pour Strasbourg et Raon-l'Étape, cela va se jouer dans un mouchoir de poche pour les 2 autres entre Besançon, Thaon, Sarre-Union, Sarreguemines et Belfort, ces 5 équipes ayant entre 28 et 31 points. Pour les Sarreguemines Football Club, tout va se jouer ce samedi 17 mai à domicile face à Colmar, actuellement premier et qui jouera le titre de champion et devrait monter en National 2. Rendez-vous à 18 h au stade de la Blise pour ce match choc. Pour le SFC, on espère que ça va le faire. Niveau météo aussi, on espère que la journée de demain sera une réussite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est une très belle semaine qui nous attend et demain ne fait pas exception. Le soleil va briller du matin jusqu'au soir avec des températures qui seront au rendez-vous. Les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 21 à 22 degrés. Demain nous fêtons les Rolandes et il fera jour de 5h51 à 21h04. Passez tous une belle journée et à demain. Je vous l'annonçais en début d'émission, il y a un invité avec moi sur le plateau aujourd'hui. Alors c'est Jean-Marie Bourg, vous êtes donc le président de Steinhardt Terre d'Origine. C'est facile de se retenir, se rappeler votre nom de l'association, c'est un peu marqué partout sur vous, votre casquette ou votre chemise. Et vous organisez, je crois, samedi à l'X1 une manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Absolument. Nous allons, samedi, à partir de 14 h, faire un petit tour sur une colline calcaire pour voir les orchidées qui sont en pleine floraison actuellement et pour un peu inciter les gens à se pencher sur une plante qui représente bien plus qu'une fleur, à savoir tout un écosystème et tout un système de protection de la biodiversité, parce que l'orchidée s'inscrit dans une espèce de cycle dans lequel elle apporte beaucoup de choses que les gens ignorent.
comment ça se fait qu'elle pousse sur ce territoire-là? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un territoire permette à l'orchidée de pousser? Alors, c'est une Qu'est-ce bonne... qu'il ne faut pas? Alors, ce qu'il faut surtout, c'est un terrain propre sur lequel il n'y a pas eu d'engrais, de lisier, de fongicides, d'insecticides, de tout ce qu'on peut imaginer comme produit qui se termine avec cide, parce que l'orchidée en réalité n'est que la partie visible des choses qui se passent sous terre et c'est sous terre que les choses se passent en réalité. C'est-à-dire que l'orchidée, elle ne peut s'exprimer que si elle est touchée par un champignon qui la symbiose, qui lui donne de la nourriture, qui lui permet de se développer et de devenir une fleur. L'orchidée n'a pas, la graine d'orchidée est très légère, elle pèse quelques milligrammes, elle peut être emportée par le vent à des centaines et des milliers de kilomètres et elle reste stockée dans le sol tout le temps qu'il faut jusqu'à ce que les conditions optimales viennent et à ce moment-là, elle peut faire quelque chose. Alors pour que ces conditions soient réunies, il faut déjà que le terrain soit sain, il faut qu'il y ait un minimum de soleil qui arrive à toucher le sol et il faut que la nature du terrain soit adaptée à la nature de l'orchidée. C'est-à-dire que les orchidées sont très sensibles. Vous avez des familles d'orchidées qui ne poussent que sur des terrains calcaires et d'autres qui poussent sur des terrains acides. Chez nous, dans le Steinhardt, c'est des terrains calcaires. Et nous avons, à partir de la première découverte, la première orchidée, maintenant recensé jusqu'à 25 orchidées différentes qui poussent sur notre colline calcaire ou dans les vallées humides, mais toujours avec fond calcaire, quoi. Et ces 25 types d'orchidées, est-ce qu'elles sont à floraison actuellement? Alors non, la floraison des orchidées commence fin avril et termine à peu près au mois de septembre. Donc ici, en ce moment, on a un certain nombre d'orchidées qui sont en pleine floraison. C'est celles qu'on va aller voir samedi prochain. Il y en a à peu près une demi-douzaine qui sont en pleine floraison, mais d'autres vont venir un peu plus tard, puisque vous avez dans les orchidées, une famille très complexe de plantes qui se développent pour certains à partir du mois d'avril et pour d'autres pratiquement jusqu'à l'automne, quoi. Ok, ça marche. Et donc du coup, ce rendez-vous, c'est samedi donc à Lixin. Oui. Il aurait dû avoir lieu l'an passé, mais compte tenu des conditions climatiques, elle n'avait pas eu lieu cette sortie. Là, on devrait être tranquille, je pense. L'année dernière, c'est tombé à l'eau. Oui, au propre comme au figuré. Hein. Au propre comme au figuré. Et puis bon, on a vraiment été très surpris. Et cette année, on le refait, mais là, je pense qu'on aura du beau temps puisque la météo a l'air d'être bonne. Et on va faire ça aussi le soir en association avec la société de pêche, puisqu'ils ont un étang et un endroit où on peut se poser avec des bancs, etc., où on débriefera notre tournée le soir parce qu'on va découvrir plein de choses que les gens n'imaginent même pas. Par exemple, sur ce secteur, ce petit secteur de quelques 2-3 hectares, on a l'année dernière et cette année, là, quand on a fait la reconnaissance, découvert à peu près 200 plantes différentes pour une reconnaissance qui a duré à peu près 5 heures. Donc il y a une richesse incroyable de la biodiversité qui est encore pour l'instant relativement préservée dans un monde où la biodiversité est en train de s'écrouler. Et donc cet événement, c'est le premier que l'association que vous présidez organise. La raison est simple, parce que ça fait une semaine, c'est ça que votre association est créée. Voilà. Alors Steinhardt, terre d'origine, à quoi ça va servir cette association? Oui, alors pour ça, il me faut un petit peu vous expliquer le contexte. Je suis un retraité un cadre agricole à la retraite. J'ai travaillé, disons, dans le milieu paysan pour une coopérative laitière pendant 20 ans. J'ai travaillé après pour un fournisseur américain de matériel d'élevage sur le marché européen. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec pas mal de gens du monde agricole et du monde, si vous voulez, du monde de terrain. Et je me suis rendu compte que, ce que nous faisions était en général un petit peu de nature à abîmer un peu le contexte dans lequel on vit. Donc là, maintenant, en étant à la retraite, je me suis dit, je vais me racheter une conduite et je vais développer cette activité pour faire prendre conscience à tout le monde, autant que possible, qu'on vit, sur un territoire qu'on sous-estime et qu'on ne soigne pas comme il faut. Et ce territoire-là, en l'occurrence, c'est le Steinhardt. C'est le Steinhardt. Et qui comprend quelle commune? Où est-ce qu'il est situé, ce territoire?
En septembre 2024, quand j'ai commencé à m'occuper de cette affaire-là, j'ai fait une petite enquête et je me suis rendu compte que d'ailleurs personne ne connaissait le Steinhardt. Le Steinhardt, c'était un terme qui était inconnu. En réalité, c'est une région géographique, géologique. C'est une région avec aussi un espèce de, comment dire, où les familles sont toutes liées les unes aux autres. C'est un endroit où les gens sont venus après la guerre de 30 ans pour recoloniser le terrain et qui s'y trouvent depuis avec une immigration forte qui s'est produite au fil des années jusqu'à maintenant où on a pas mal d'Allemands qui viennent également comment dire, habiter chez nous. Donc le Steinhardt, c'est vraiment un coin un peu paradisiaque et ça, personne ne le sait ou ne s'en rend compte, où on a vraiment conscience. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que dans tous mes voyages que j'ai faits, chaque fois que je rentrais chez moi, je me disais, mais c'est pas possible, j'habite une région qui est très très belle et personne ne le sait ou personne n'en prend conscience. Et j'ai donc fait un petit peu des recherches et je me suis rendu compte que le Steinhardt, c'est une entité d'abord géologique, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de muschelkalk, de calcaire coquillé, qui s'est formé pendant le Trias, quand la mer s'est retirée, et ce muschelkalk, bon, c'est à peu près localisé sur 17 communes, sur 107 km². Ça part de Eutin à peu près 400 mètres de hauteur jusqu'à Ypelin-Ondelin où on est à 200 mètres de hauteur. Et ce secteur, il est très spécifique, il est très homogène dans ce sens que on a un territoire où la géologie est la même, où aussi l'agriculture est également dépendante du territoire, à savoir que c'est un territoire relativement caillouteux, et puis c'est une région où les gens sont très accueillants et ils ont une mentalité qui fait qu'il y a beaucoup de fêtes dans les villages, etc. C'est vraiment c'est un coin un peu spécial. Donc ce territoire, vous avez le souhait de le mettre en valeur, donc, pardon, à partir de la sortie qui aura lieu samedi. Absolument. Il y a également, je crois, un site internet qui est en préparation et vous voulez travailler sur différents aspects. Absolument. Donc il y a l'aspect géologique, généalogique, historique, culinaire. Exact. Quand est-ce qu'on pourra voir tout ça sur internet? Eh bien, vous l'aurez samedi. Samedi, on ouvre notre site au public et vous serez très surpris d'y voir plein de choses que l'on sous-estime, qu'on mésestime, qu'on ne connaît pas, et qui font à la richesse de notre territoire. Et puis, vous espérez, je crois, avoir une ambassadrice de choc, à savoir, je crois, Patricia Cass, c'est ça, qui est originaire du Steinhardt. Ben oui, parce que vous avez commis une erreur. Vous m'avez dit que mademoiselle Patricia Cass était la marraine de Mosaïque. Par conséquent, je me suis dit, ben voilà, on va peut-être trouver le moyen de voir avec elle si on ne peut pas, mettre une chose au clair. Quand je l'entends dans les interviews, elle n'arrive jamais vraiment à expliquer d'où elle vient. Quand on lui demande d'où elle vient, la réponse c'est ma mère était allemande puisqu'elle est décédée, et mon père, il était mineur, quoi. Et je n'ai jamais entendu de sa part dire que, en fait, Patricia Cass est du Steinhardt. La famille Cass de Patricia, c'est une des 20 familles les plus anciennes présentes au Steinhardt depuis à peu près 1550. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est de chez nous, qui a notre culture, qui a notre façon de parler, bref, c'est une fille du Steinhardt. Ce n'est pas une fille de l'Est. Bon, l'appel est passé, puis on espère qu'elle viendra vous voir, et puis en attendant Patricia Cass, on vous invite tous à participer à la sortie samedi à l'X1, à la découverte des orchidées sauvages.